François Pirard. Bonjour. C'est une étude passionnante et inédite que vient de faire le think tank Hexagone que vous animez sur la trajectoire économique de la France. Alors c'est la question qu'on a posée dans le sommaire. Est-ce qu'Emmanuel Macron à l'Élysée a amélioré la situation de l'économie française ? Alors aujourd'hui, c'est l'image qu'il a eue pendant longtemps dans toute une partie de l'opinion et qui, on dit en tous les cas, l'a porté à l'Élysée. Alors aujourd'hui, c'est en tout cas pas l'opinion des Français. On a environ 3/4 des Français, des répondants à notre sondage, qui expliquent qu'ils ont un avis plutôt défavorable sur l'action économique d'Emmanuel Macron. À nuancer toutefois, parce qu'ils ont aussi un avis défavorable sur ses prédécesseurs. Donc les Français, de manière générale, sont insatisfaits, finalement, non pas du bilan économique de chaque président, mais de la trajectoire économique de la France. Et on a un certain nombre d'indicateurs qui nous disent qu'ils ont plutôt raison, que ce soit la croissance économique, que ce soit la gestion des comptes publics, voire même l'emploi, sur lequel la situation est plutôt nuancée. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'il y a, en tous les cas, une perception dans l'opinion très forte que le bilan d'Emmanuel Macron en matière économique n'est pas bon. Et on a l'impression que ce sentiment a énormément progressé ces dernières années. Tout à fait. Quand on regarde l'insatisfaction vis-à-vis de l'action économique d'Emmanuel Macron, on est aujourd'hui à 74%. C'est 14 points de plus qu'une précédente enquête qui avait été réalisée en septembre 2021. Il faut dire qu'entre-temps, la situation économique ne s'est pas beaucoup améliorée. Et ce qui est assez paradoxal, parce qu'on est en reprise post-crise du Covid, mais finalement, on voit qu'on a un certain nombre d'indicateurs en France qui stagnent, voire se dégradent, et je pense en particulier à la dette publique et aux comptes publics. Alors, il y a la dette publique, il y a les comptes publics, on va y revenir. Il y a un autre point, c'est très intéressant de l'étude que vous faites en collaboration donc avec Opinionway, ça concerne la croissance et la faiblesse de la croissance. Tout à fait. Aujourd'hui, et c'est un indicateur majeur, évidemment, dans la trajectoire économique de notre pays, ce qu'on voit, c'est que depuis 2017, la France connaît la 5e pire croissance économique de l'Union européenne. C'est un résultat qui est mauvais et qui souffre dans un contexte paradoxal, puisqu'on a deux vents qui devraient être favorables, qui devraient soutenir la croissance. Le premier, c'est les créations d'emplois, et le deuxième, c'est la dette publique. Pourquoi je dis ça ? Parce que au niveau des créations d'emplois, la population en emploi en France a progressé de 9% depuis 2017. Donc ces emplois auraient dû générer du PIB et nous aider à sortir de l'ornière dans laquelle on était. Or, ce qu'on constate, c'est que ces emplois ont médiocrement contribué à la hausse du PIB. Pourquoi ? Pour des raisons qui ne sont pas toutes évidentes à démêler. Mais ce qu'on peut observer, par exemple, c'est que sur les 1,5 million d'emplois qui ont été créés entre 2019 et 2023, vous en avez un tiers qui sont des apprentis. Alors quand on voit ces natures de création d'emplois, c'est pas étonnant que ça n'ait pas fait exploser le PIB. Et ça a d'ailleurs contribué. En quoi le fait de prendre des apprentis est en tous les cas est de nature à ne pas faire exploser le PIB justement ? Ce sont des emplois à faible valeur ajoutée qui n'ont pas une contribution économique très forte. Si l'emploi des apprentis débouche sur quelque chose en termes de PIB, c'est plutôt à long terme parce que c'est une population qui, grâce à l'apprentissage, pourra présenter à terme un taux d'emploi supérieure à une population qui n'aurait pas été dans des formats d'apprentissage par le passé. Cela dit, c'est pas ça qui génère du PIB. Vous dites, vous en avez parlé, donc deux indicateurs inquiétants, la dette et il y a un autre peut-être un indicateur qui sera l'inflation, mais justement, quel est le problème autour de la dette ? Est-ce que de toute façon on ne paye pas dans une certaine mesure et on ne sous-estime pas dans cette dette le fait qu'il a bien fallu tenir l'économie au moment du Covid ? Alors, certes, il y a une partie de la dette qui provient de la fameuse dette Covid. Et là-dessus, il faut avoir un constat assez rationnel. Le Covid était une pandémie, le virus était partout le même. Il se trouve qu'il y a eu des réactions dans les pays qui ont été différentes en raison des politiques publiques qui ont été menées pour limiter les effets de cette crise. En France, on a fait le choix d'un endettement très élevé, au service de l'économie, mais finalement pour un résultat qui est très mitigé, puisque d'une part, comme on le dit, on a une croissance économique sur le long terme qui est très faible, et d'autre part, depuis la crise du Covid, la France est l'un des seuls pays d'Europe à s'être aussi peu désendetté. Et quand on regarde les dernières prévisions de la Commission européenne qui viennent de sortir ce lundi, elles nous disent que 70% des pays européens, d'ici 2026, devraient être moins endettés qu'ils l'étaient en 2020 au plus fort de la crise du Covid, ce qui est logique.
Mais la France fera partie des exceptions. Et la trajectoire de cette dette est alimentée par des déficits publics qui sont non pas ponctuels en raison de la crise du Covid, mais qui deviennent chroniques. Et aujourd'hui, on doit rappeler que la France a le plus gros déficit public de la zone euro. On est frappé par, d'ailleurs, un des points de votre étude. Vous dites, l'un des éléments qui explique l'explosion de la dette, c'est que les recettes, il y a moins de recettes. Alors quand on voit le niveau d'impôt record qu'atteint la France, on se demande mais pourquoi, enfin, où ces recettes ont-elles diminué ? Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites. Donc déjà, oui, aujourd'hui en France, on a une charge fiscale qui est record en Europe. Pourquoi ? Parce qu'on a aussi des dépenses records qu'il faut bien financer, même s'il y a un trou entre les deux, qui est le déficit public. En revanche, il est vrai que ces derniers temps, en pourcentage du PIB, les recettes publiques ont un peu baissé. Ça peut être lié notamment à des politiques de soutien aux entreprises, qui sont en fait des politiques de défiscalisation. On va avoir des baisses d'impôts ponctuelles dans tel ou tel dispositif, qui vont faire qu'à la fin, les rentrées dans les caisses de l'État continuent à augmenter en réalité, mais augmentent un peu moins vite que le PIB. C'est vrai, et en parallèle, on a toujours cette dépense publique qui reste considérable. On a la deuxième plus élevée d'Europe derrière la Finlande, et ça se joue à pas grand-chose. Il y a un autre point qui inquiète beaucoup les Français, vous le révélez dans cette étude, c'est, et une inquiétude très très haute, c'est l'inflation. Alors, en effet, les Français, eux, ce qui les touche beaucoup, c'est leur pouvoir d'achat. L'inflation qui a beaucoup augmenté avec d'abord la crise Covid, puis ensuite la crise ukrainienne. Cela dit, c'est aussi l'un des paramètres macroéconomiques sur lequel la politique nationale, aujourd'hui, dans la zone euro, a le moins d'effet. Donc, c'est pas l'aspect sur lequel on a le plus axé notre étude, mais c'est aujourd'hui une des préoccupations majeures pour les Français. Un des points passionnants de votre étude, c'est quand même de montrer qu'il y a énormément d'atouts encore en France et il y a quand même des indicateurs positifs. Tout à fait. On peut penser à trois choses. Déjà, la première chose, qui est une évidence, mais qui est toujours bon de rappeler, c'est qu'on reste la France. On est l'un des pays avec le PIB par habitant les plus élevés au monde, les plus élevés en Europe aussi. Le tout dans un contexte où finalement on a beaucoup de temps libre, puisqu'on est le quatrième pays d'Europe où le temps de travail par personne en emploi est le plus faible. La deuxième chose, c'est que, et ça correspond un petit peu à l'actualité avec le sommet Choose France, on est un pays qui reste attractif auprès d'investisseurs étrangers, avec une petite nuance, c'est que quand on regarde les investissements directs étrangers en pourcentage du PIB, ils sont quand même bien moins élevés en France qu'ils le sont dans des pays à plus faible coût du travail, comme la Grèce ou l'Espagne. Et la troisième chose, c'est que on a quand même diminué le chômage. Il y avait 9,5% de taux de chômage en 2017, on est tombé à 7,5%. Ça va plutôt dans le bon sens, même si, là encore, quand on se compare, le résultat est un peu plus nuancé. C'est-à-dire ? Alors, est-ce qu'on a vraiment fait mieux que nos voisins européens ? On peut en douter. En 2017, au moment de l'élection d'Emmanuel Macron, le taux de chômage était donc de 9,5%. On avait le 6e taux de chômage le plus élevé de l'Union européenne. Aujourd'hui, on est un peu moins de 7,5%. En mars 2025, c'est les tout derniers chiffres qui viennent de sortir. On est toujours le 6e taux de chômage le plus élevé de l'Union européenne. Entre-temps, certes, il a baissé de 2 points, mais en parallèle, dans un pays comme l'Italie, il a baissé de 5 points. On a créé des emplois, je disais, 9% d'emplois en plus entre 2017 et 2024. Mais des emplois à moins... mais des emplois, moindre valeur ajoutée qu'à l'étranger. Qui n'ont pas donné les fruits espérés sur la croissance et le PIB. Il y a un autre point qui est très, très intéressant, c'est que dans votre étude, puisque vous faites des comparaisons, vous parlez notamment de l'Allemagne, qui a souvent été érigée en modèle et qui présente des signaux très inquiétants. J'ai envie de dire même presque plus inquiétant que la France. Oui, alors quand on n'a pas suivi avec précision l'actualité économique de ces dernières années, on a toujours en tête le modèle allemand qui va bien, les pays d'Europe du Sud qui vont moins bien. Et en réalité, quand on regarde les tendances économiques, ça s'est plutôt inversé. C'est aussi un effet de rattrapage des pays du Sud. Et c'est aussi une des spécificités de l'Allemagne, qui est un pays qui repose beaucoup sur les exportations de biens industriels. Et aujourd'hui, le contexte là-dessus s'est un peu retourné. Il y a eu la Chine qui se développe beaucoup, qui développe sa propre production industrielle et qui dépend beaucoup moins des importations allemandes. Et il y a désormais les États-Unis avec leur protectionnisme renforcé qui pèse lourd sur la croissance en Allemagne. Donc aujourd'hui, l'Allemagne a un problème de croissance
avant tout. Cela dit, les fondamentaux restent solides. Les finances publiques sont à 3% de déficit public, donc c'est plutôt bien. On aimerait bien y être en France. L'endettement public n'est qu'à 60% du PIB, c'est quasiment 2 fois moins qu'en France. Le taux de chômage est à environ 3,5%, c'est plus que 2 fois moins qu'en France. Donc les fondamentaux de l'économie allemande restent solides. Cependant, la tendance sur la croissance est assez inquiétante outre-Rhin. Le modèle allemand, l'Allemagne doit en tout cas trouver un autre modèle. L'Allemagne doit trouver un autre modèle, et d'ailleurs il y a des pressions en Allemagne pour avoir davantage recours à l'endettement, puisque finalement l'Allemagne a un peu de marge de ce point de vue-là pour investir dans sa croissance. Une autre question peut-être qui était liée au travail, puisque vous avez évoqué ça, et c'était intéressant de vous entendre parce que vous disiez que c'était presque un atout le fait que les Français travaillent moins qu'ailleurs. Ça prouve, est-ce que c'est d'ailleurs les partisans de la réduction du temps de travail mettent toujours ça en avant en disant les Français sont très productifs? Alors, c'est vrai, la France est plutôt dans la première moitié, si ce n'est le premier tiers, en Union européenne en termes de PIB par personne en emploi ou PIB par heure travaillée. Cela dit, la tendance est assez inquiétante, puisque notre PIB par personne en emploi a reculé depuis 2017, et même le PIB par heure travaillée a baissé de 1,6%, ce qui est quasiment unique au monde. Il n'y a que la Finlande en Europe qui fait pire que nous, et partout ailleurs, il y a toujours des gains de productivité. Mais nous, en France, on fait là-dessus figure d'exception. Et on risque de se trouver dans un cas de figure qui est assez préoccupant. Un cas de figure où on est un pays qui travaille peu, et qui, pour le peu d'heures qu'il travaille, produit de moins en moins de richesses. Et donc ça, c'est un chemin, une pente douce vers un certain déclassement économique dont on souffrira tous. Merci beaucoup. Mais on n'y est pas encore, et c'est ce que démontre également votre étude. C'est l'un des points très très intéressants, passionnants de votre étude, la trajectoire économique de la France. C'est une étude donc inédite à retrouver sur le site d'Hexagone et à regarder de près parce que c'est très riche d'enseignements et c'est un très beau travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu nous le présenter d'abord ici en premier sur le plateau du Figaro TV.